Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ces sorties de la semaine. Bonsoir Mastar, j'espère que tu vas bien. Et merci, va vous la débandade. Je suppose que ça va être de la débandade TV. Pour ton follow il y a 4 jours, merci beaucoup à toi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est quasiment à la fin déjà. Peut-être une excuse à faire. Normalement, mardi, c'était les cafés du cinéma. Malheureusement, j'étais en déplacement à Bayonne pour une réunion complètement infructueuse. Mais bon, voilà, du coup, j'espérais que la réunion ne durerait pas aussi longtemps et que je serais rentré à l'heure pour 18h30, 18h40 pour faire les cafés du cinéma avec Louis. Malheureusement, je suis rentré, il était pas loin de 19h30. Louis en avait eu marre d'attendre, donc il était rentré chez lui. Du coup, on s'était dit on va le faire mercredi, mais du coup, c'était pas possible non plus en fait. On avait des séances à 18h30. Quoi de beau de ce bonsoir street photographie? Eh ben, on va regarder ça, il y a des jolies choses. Et donc on n'avait pas assez de temps entre les séances pour faire les cafés du cinéma et faire la présentation de notre cinéma. Donc voilà, je pense qu'il y a un café du cinéma qui va sauter, puisqu'après Louis part en vacances, il a bien raison d'en profiter. Et puis voilà. Donc ce soir, on se fait les sorties de la semaine, tranquillement. Parce qu'on ne pouvait pas le faire ce soir non plus, les cafés du cinéma, la présentation du programme de notre cinéma, puisque Louis donne des cours de guitare. Donc là, ce soir, c'est guitare. On ne peut pas tout faire dans la vie. Donc c'est pour ça, on s'est dit, bah tant pis, il y aura un café des cinémas en moins, et puis voilà. Allez, on attaque tout de suite les sorties de la semaine pour voir ce qu'il y a de beau à sortir cette semaine et pouvoir te répondre. Street photographie, on a en tout 16 films qui sortent cette semaine, dont 2 Bollywood. Et donc le premier film réalisé par Artus, avec Artus, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi, dont on regarde la bande-annonce. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse! Allez! Merde, il y avait plus la bagnole. Tu t'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Pourquoi ils nous regardent, les gens? Oh, les valmères! On vous emmène! Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. J'plaque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Oh là là. Oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Voilà, il me semble d'ailleurs que c'est l'adaptation d'un de ces, je suis en train de chercher, d'un de ces sketchs, non, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. Un petit truc en plus est né de l'envie d'Artus de montrer ce dont sont capables les personnes porteuses d'un handicap mental. Elles ont un imaginaire incroyable, une magie ou une folie qu'on ne rencontre pas ailleurs. C'est avec elle que je voulais faire un film, pas sur elle. Le handicap en soi n'est pas le sujet. Ce film, c'est une colonie de vacances avec tous les moments de vie que cela suppose. Mais puissance 1000 parce que l'histoire est portée et jouée par des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. J'avais été fasciné par le 8e jour. À l'époque, je me suis dit, ça y est, ça s'ouvre. Mais la porte s'est refermée aussi sec. J'ai voulu y retourner parce qu'il faut que les gens bougent. Les différences sont une force, j'en suis convaincu. On le répète assez sur cette chaîne. Si on peut en rire, c'est sain et c'est mieux. Moi-même, j'ai été gros, j'ai été le premier à faire des vannes sur mon corps. De toute façon, j'ai un côté sale gosse. Plus tu me dis de ne pas y aller sur un sujet, et plus j'y vais. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à écrire ce film. Première réalisation pour Artus. Pour un petit truc en plus, son premier film derrière la caméra.
Artus n'a pas choisi la facilité puisqu'il dirige 11 acteurs en situation de handicap mental. Il se rappelle, c'est ce que tout le monde m'a dit et j'en avais évidemment conscience. Mais si je ne devais en faire qu'un seul, alors je voulais que ce soit celui-là. On s'est heurté à beaucoup de refus, on a entendu des phrases complètement dingues. Bon, ça va, on sait qu'ils existent, on va pas les montrer en plus, c'est affligeant. Et c'est vrai que c'est triste d'en être toujours à ce constat-là, quoi. Ça raconte la peur, le rejet que suscite le handicap aujourd'hui encore. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut aller sur ces sujets-là. Moi, en tout cas, plus on me disait non, plus j'avais envie de faire ce film. Artus engagé, il est le parrain des Jeux paralympiques et de handicap international. Il explique d'où lui vient cet engagement. Petit, j'étais très attiré par la fantaisie des personnes porteuses d'un handicap mental, par leur capacité à se décaler. Tu peux être sûr qu'ils t'emmènent ailleurs et ça fait du bien. Et puis ils ont souvent cette façon d'exprimer leurs émotions sans filtre. Nous, on est tellement empêtrés qu'on arrive rarement à dire « je t'aime, merci, je suis content d'être avec toi ». Simplement, alors que c'est de ça dont on a besoin, eux savent le faire. Côté casting, pour trouver les comédiens handicapés du film, Arthur a fait un post Instagram. Oui, parce que ça ne va pas être facile à trouver. J'imagine, vu la réaction qu'il a eue au niveau des productions, doit pas y avoir beaucoup de maisons de talents qui ont des catalogues d'acteurs handicapés comme ça. Il se souvient, je n'avais pas de critères précis, je n'étais fermé à rien, à aucun handicap, mais je voulais des personnalités. Et puis il fallait que ça marche entre eux pour former la meilleure équipe possible. En tout, j'ai vu une 50aine de candidats, et la force des éducateurs m'a à nouveau bluffé. Ils sont payés une misère, mais ils viennent parfois de très loin en minibus, avec 2, 3, 4 adultes dont ils s'occupent, ils croient en eux, ils aiment leur boulot, ils y vont. Je le savais déjà, mais ça m'a scotché. Tournage compliqué. La logistique du tournage d'un petit truc en plus a été complexe. 15 rôles avec pour chacun 35 jours de tournage, plus les parents et les éducateurs hors champ. Artus ne voulait pas faire un film de valide où de temps en temps on voit passer des personnages en situation de handicap pour leur rappeler qu'ils sont là. Pour moi, ils étaient au centre et le film était choral, donc il n'y a pas une scène sans eux. Après, dans le groupe, chacun avait une place particulière. Il fallait trouver avec chacun une technique spécifique pour les diriger. Pour le Duic, le mieux c'était l'oreillette, mais Arnaud, lui, préférait que je dise sa réplique avant lui pour qu'il la répète. Il ne connaissait pas le plateau de tournage et ses règles, il s'en foutait un peu. Eux étaient venus pour jouer, c'était à nous de laisser vivre et à nous de nous adapter. J'ai dit à mon chef opérateur Jean-Marie Drejoux, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit sur le qui-vive et il faut filmer. Tant pis si ce n'est pas officiellement en train de tourner, ce qui surgit, il faut le choper. Ce qu'on voit à l'image, ce sont des moments vrais, pas du jeu. Une belle comédie d'été. D'un point de vue esthétique, Artus voulait faire un beau film d'été. Alors sur la période, bon, là ça va, le soleil est arrivé, mais toute la journée on a eu de la flotte et du vent. Côté été, on y reviendra. Il savait que la directrice de la photographie, Jean-Marie Drejoux, saurait faire cela. Je voulais du soleil, je voulais de la joie et surtout pas de pathos. À chaque fois qu'on filme des personnes porteuses d'un handicap mental, ça se passe dans le nord et sous la pluie, comme s'il fallait rajouter un temps pourri. Moi, je voulais qu'ils soient stylés, qu'ils puissent choisir leurs fringues, comme Mayan a pu choisir son propre maquillage. J'ai briefé les costumières et eux étaient super contents. Pareil pour les accessoiristes, il fallait des personnages pour qu'ils aient chacun leur univers. Leur dortoir, je voulais que ce soit un beau cocon, que la lumière soit chaude, que tout le gîte soit beau, que les plans soient beaux, pour que tout le monde ait envie d'être avec eux. Voilà donc pour ce film. Bon, certainement plein de bonnes intentions. J'imagine qu'on va y passer un bon moment. Voyons voir qu'est-ce que dit la presse en gros. Note moyenne, on est à 2,9 sur 5. Pour un premier film, même si ça reste Artus qui est coutumier des tournages, pour un premier film, c'est déjà pas mal. Des rôles sur mesure pour les jeunes retenus au casting. Ce parti pris fonctionne bien. Il a trouvé un bon dosage d'humour et de tendresse qui aspire la bienveillance. Ouais, voilà, on est souvent sur ça. Donc je pense qu'on passe un bon moment devant le film. Film suivant, qui, à mon sens, le 1er mai, c'était une bonne date de sortie pour ce film. Petite main, la lutte avec classe, avec entre autres
Corinne Massiero, Lucie, Charles Alfred, Kulchen, Fatima Adoum. Un film de Nessim Chikaoui qui avait réalisé auparavant un film que j'avais beaucoup aimé. Attendez que je retrouve ça. Petite... non. Et donc un réalisateur qui avait réalisé Placé sur des gamins qui étaient placés, qui étaient extraits de leur famille pour être placés en foyer. Et donc petit à petit, comme ça, ils se dirigent vers des comédies avec des tendances sociales. Donc ça peut être intéressant. Petite main, on découvre la bande-annonce. Checkmate, I just got a checkmate. Only rock with the real, you can't check. Mademoiselle, je peux vous aider? Bienvenue au... Jamais. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je comprends pas ce que t'as contre elle. Tu sais ce qu'elle revendique, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Bienvenue au défilé des femmes de chambre. Vous pouvez faire la grève. 6 mois, on bougera pas le petit doigt. C'est quel style, ça? Brigitte Macron. Voilà, film qui a été inspiré, alors on n'a pas de squelette de tournage, mais j'ai cherché un petit peu quand même. Film qui a été inspiré par une histoire vraie, qui date de quelques années déjà, mais c'était la place des Bijoutiers à Paris, là, place Vendôme, c'est ça, où il y avait un des palaces qui employait des femmes sans papier pour faire le ménage, et elles avaient commencé un mouvement de grève qui a duré un moment. Hein. Je me demande si ça n'avait pas duré pas loin d'1 an à l'époque, et au bout d'1 an quand même, en collaboration, en discutant avec la préfecture et tout, elles avaient été régularisées, embauchées en CDI, donc voilà, ça s'inspire librement de cette histoire-là, mais ça retrace un peu ce parcours. Avec Rachel Keke, je crois pas qu'elle apparaisse dans le film. Ah mais non, oui, c'était ça, c'était l'histoire avec Rachel Keke, excuse-moi, le temps de remettre, bonsoir Ella Freya, le temps de remettre les idées en place, mais oui, c'était là avec l'histoire avec Rachel Keke, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui est devenu député depuis, c'est ça. C'est tout à fait cette histoire-là. Mais alors, je sais plus si c'était Place Vendôme ou ailleurs, je sais plus. Je sais plus du tout. Il me semble que c'était Place Vendôme. Enfin bon, voilà. Ça vous resitue un peu l'histoire originale. Film suivant, un film de Viggo Mortensen, avec Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde. Il me semble que c'est de Viggo Mortensen. J'ai un doute d'un coup. On regarde la bande-annonce. So where are you from? It's a very long story. I have plenty of time. This is it? The end of the world. It looks like a bandit's hideout. We're a peaceful community. I want to keep it that way. Horseshit. I seek employment. Done. Why? I like to work, and I like to earn my own money. We're looking for men of honor who want to fight to save the Union. This is not your problem. This is not your country. It is the right thing to do. We have a life together now. It is only beginning. Fine Sunday for gardening, ain't it? Shall I help you spread it? I can do it myself. Of course you can. Just want to be sure you got home safe, man. I am fine, Mr. Jeffries. How was your war? Not what I expected. How was yours? Careful. You're gonna be a problem. I don't believe so. This town's our honeypot.
I never wanted to be saved. Bon, voilà. Viggo Mortensen, qui est le mec énervant. Il écrit, il réalise et il joue dans son propre film. Avec un peu de chance, il le coproduit. Et donc, à son habitude, il nous livre des films qui sont quand même généralement... Laissez ça, laissez du talent aux autres. C'est comme Alexandre Astier ou des mecs comme ça. Les mecs font tout. C'est au bout d'un moment... qui nous livre un film plein d'émotions, en mode western ce coup-ci. Je me rappelle plus de son dernier film par contre, mais et toujours un aspect quand même social assez fort aussi. Ça l'a toujours mené, donc ce sera à découvrir en salle. On revient par chez nous en Europe et on s'intéresse à une partie de la vie de José Bové avec une affaire de principe dont on regarde la bande-annonce. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Mr. Daly, did you accept 60 million euros to soften your direction? No. Never. The tobacco lobby don't beat out me. My father fell into a trap. His directive was historic, a real blow to the tobacco industry. Je viens d'avoir des infos. C'est peut-être bien un coup monté. Monsieur le Président. Écoutez, M. Daly n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens. Mais quels critères exactement? La Commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Hello, I'm José Bové. Welcome. Hi. We are starting to believe that the big tobacco lobbies may well have manipulated us. On cherche un accord qui aura été signé entre la Commission et Philippe Morris. Nous aussi, on aimerait bien y avoir accès. Ça fait des années qu'on demande. Je crois que j'ai trouvé un truc sur le tabac. Barroso is beyond our reach. You don't need to look for the lobby when the lobby is inside. Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires? Oui. S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi. Oui. Mais je vois que Astérix. Alors c'est sûr que José Bové a une gueule qui est quand même assez dure à imiter. Bon, Bully Lanner, c'est très bon acteur, mais c'est vrai que côté ressemblance, je suis pas persuadé de la chose. Par contre, il y a une chose qui me fait plaisir, c'est de voir Céleste Brunkel dans un rôle un peu plus conséquent. Elle commence à vraiment percer et à côtoyer les premiers rôles. Voyons voir, José Bové. Bon. C'est quel bouton? C'est celui-là. On va dire qu'il y a un petit quelque chose. Petit. Il était peut-être un peu mieux rasé sur les côtés quand même. Là, c'est vrai qu'on est peut-être plus proche d'un Astérix mal rasé que de José Bové. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Naissance du projet. À l'origine, Antoine Rimbaud avait commencé à faire des recherches pour un autre projet. Il s'agissait déjà de l'histoire d'une enquête autour du financement des institutions politiques par des intérêts privés. Le cinéaste y voyait le combat de la démocratie et de l'état de droit face à la puissance grandissante des lobbies. Il se rappelle, à l'intérieur de mes recherches, je suis tombé sur l'affaire Dali, qui condensait tous ces thèmes, et en plus permettait une plongée au cœur des institutions européennes dont je ne savais quasiment rien. Je tire donc le fil de l'affaire Dali et je tombe rapidement sur José Bové qui crie très fort au milieu du champ. Je découvre qu'il s'est investi personnellement en soutien de Dali alors que ce dernier était un opposant politique. Par principe, pour le respect de la règle et de la présomption d'innocence, Bové s'est lancé dans une contre-enquête depuis les coulisses du Parlement. Des thèmes qui me travaillent, une intrigue, un environnement, un personnage.
Je découvre que Beauvais a tout raconté dans l'un des chapitres de son bouquin. D'ailleurs, sur les magouilles entre Parlement et Assemblée européenne, il y avait, comment elle s'appelait cette série là, qui était sur France Télé, Parlement, où ils prennent ça vraiment sur le pied de la comédie, mais qui balançait quand même deux, trois trucs pas mal quand même. Rencontre avec José Bové. Robert Guédiguian, qui est coproducteur du film, connaît José Bové. Il a fait l'intermédiaire et a permis à Antoine Rimbaud et Marc Sirigas de se rendre sur le plateau du Larzac pour faire sa connaissance. À côtoyer José Bové qui nous raconte ses 10 années passées au Parlement, je me dis c'est mieux qu'un film de bureau, c'est un film d'action. José vient du militantisme, c'est un activiste, un syndicaliste, un homme de terrain. Je commence à réfléchir à un récit qui doit secouer, bousculer le cadre à la manière de José, qui a sa façon bien à lui de faire bouger les lignes. La plupart des thrillers politiques s'intéressent aux intrigues de palais et aux figures de pouvoir. C'est précisément l'inverse qui me fait vibrer, l'incarnation du contre-pouvoir. Ici, le contre-pouvoir, ce sont les parlementaires au corps même de l'institution. Bully Lanners. Alors tu vois, lui, il trouve qui mieux que Bully Lanners pour incarner notre Beauvais au cinéma. Alors, c'est vrai qu'après, je peux comprendre dans l'engagement du personnage, parce que Bully Lanners, c'est quelqu'un aussi d'assez engagé. Et c'est vrai qu'un rôle comme ça doit pouvoir lui correspond dans les idées. Après, c'est vrai que physiquement, on n'y est pas. La rencontre entre les deux était capitale. Ils ont beaucoup de points communs. Bully a un truc un peu punk, qu'a aussi José, mêlé à une grande tendresse. En emmenant Bully sur le plateau du Larzac, aller voir tous les deux se marrer, j'ai tout de suite su qu'il allait se passer quelque chose. Pour la transformation physique, je crois énormément au désir des acteurs. Excusez-moi, je lisais un message et j'ai perdu ma ligne. Au désir des acteurs, je ne voulais rien forcer, j'ai laissé le soin à Bully de trouver son message à tâtons jusqu'à la juste incarnation. Démêler l'indémêlable. Antoine Rimbaud tenait à assumer une certaine densité d'informations racontant la complexité du travail des personnages qui deviennent de véritables héros parce qu'ils parviennent à démêler l'indémêlable. Toute l'ambition du film est là, filmer le travail de fourmi des personnages au cœur de l'institution, de manière ludique et cinématographique. Le film embrasse aussi un certain nombre de codes du genre qui permettent aux spectateurs de se laisser porter. L'écriture de suspense est inhérente à mon travail. Je ne sais pas complètement faire sans. Dans un film d'enquête, elle structure nécessairement le récit. Notre point de vue est résolument du côté des parlementaires, ce qui a orienté le travail d'écriture, puis celui de la mise en scène. Un thriller de bureau, carrément. Antoine Rimbaud a réalisé un thriller dans lequel ses personnages sont des parlementaires. Un peu pieds nickelés de surcroît, ils n'ont ni les moyens de la police ni armes à feu. Ils ne rencontrent pas leurs sources dans des parkings sombres, ne se feront pas pourchasser par des tueurs dans les rues de Bruxelles. Leurs armes, ce sont des conférences de presse, un smartphone qui recueille une confession, une imprimante qui sort un mail capital. J'ai voulu pleinement assumer ce côté thriller de bureau en m'évertuant à donner du souffle. En ne sacrifiant jamais rien au rythme, au crescendo de l'enquête qui part de la parole pour aller vers l'action. Chercher à toujours laisser une balle en l'air à la fin d'une séquence pour pouvoir jongler avec une autre à la séquence suivante. José Bové parlementaire. Une affaire de principe n'est pas un biopic sur José Bové, lequel apparaît comme étant l'un des trois protagonistes du film. Antoine Rimbaud précise, on est très loin de l'image d'Épinal du José faucheur d'OGM. Ici, c'est d'abord un parlementaire, un eurodéputé un peu maverick, un peu dissident. Il ne s'inscrit pas dans une carrière politique au sein d'un parti. Mais en plus, dans cette affaire d'Ali, José est comme un poisson hors de l'eau. Il est sur un terrain qui n'est pas du tout le sien, car le tabac, lui qui a toujours la pipe au bec, ce n'est pas son sujet. Ce qui l'intéresse, c'est qu'au sommet de l'institution, on respecte la règle de droit. Ce sont sur ces éléments qu'on a construit le personnage. À travers l'incarnation de José, j'ai essayé de filmer l'état de droit, avec cette idée que la démocratie est un sport de combat, entre le pouvoir et le contre-pouvoir, une recherche permanente d'équilibre pour éviter l'abus de pouvoir. Et moi, j'avoue que j'avais complètement zappé dans l'histoire qu'il avait été parlementaire européen, José Bové. Un scénario cohérent. José Bové explique au sujet du scénario d'une affaire de principe.
Ce qui était important au début, c'était que la façon dont le film allait raconter les événements soit cohérente par rapport au Parlement, et qu'il n'y ait pas d'erreur qui aurait décalé le film par rapport à la réalité, à ce qui s'était passé et au fonctionnement des institutions. Ah bah ça me rassure, il n'y a pas que moi. C'est vrai qu'on se rappelle plus de José Bové, comme il dit au début, faucheur d'OGM, parce qu'il était certainement beaucoup plus médiatisé. Après, cette affaire-là a dû être médiatisée quand même, mais différemment, quoi. Il fallait que le scénario soit irréprochable sur le fond, même s'il a fallu faire par moments des raccourcis et des coupes, parce que le film est basé sur une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs années. En revanche, je ne suis pas du tout intervenu sur la façon, après, de fictionnaliser cette histoire. Ça, c'était de la responsabilité d'Antoine. Voilà donc pour ce film. Alors, que nous dit la presse là-dessus ? Ouais, il y a quand même une note pas mal, hein. On est au-dessus de 3, on est à 3,5, ce qui est plutôt pas mal pour des films un poil engagés. Donc, à découvrir en salle. On change d'ambiance avec Le Tableau volé, dont on regarde la bande-annonce. Un commissaire-priseur, c'est comme un chirurgien esthétique. Il faut lui faire confiance. Je suis maître German. Elle demande une expertise pour authentifier un Egon Schiele que possède un de ses clients. 99%, c'est un faux. Le garçon est ouvrier chimiste? Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille. Bonjour. 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 Il est vrai. Vous l'estimez à combien? 10? 12 millions. Maman! On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Voilà à quoi ils ont passé leur belle jeunesse aux anciens propriétaires. Ils bossaient avec la police allemande. Il y a un mot qui explique tout, c'est dégénéré. L'art dégénéré. Moi, je veux pas de ce tableau. Enfin, je veux pas avoir de sang sur les mains. Ce tableau, il l'a acquis en toute bonne foi. Il a droit à quelque chose. On va essayer. Je suis sûre que vous pouvez faire mieux que ça. Que disent les héritiers? You found it? I would stake my life. It's genuine. I am one of 9 legal heirs. Would your young man consider being the 10th? Rochebourg, ce nom vous dit quelque chose? Il m'a dit que le tableau va très mal se vendre, il faut pas qu'il aille aux enchères. Cette vente doit pas nous échapper, c'est crucial. Oui, c'est crucial. Mais c'est quand même à nous de décider de comment se vend ce tableau. Nous allons démarrer pour ce tableau à 8 millions d'euros. Je veux bien du champagne. Sujet pas facile non plus, hein. La spoliation d'œuvres par les nazis et comment on règle ça des années après quand on retrouve les tableaux. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? D'après une histoire vraie, Le Tableau volé est inspiré d'une histoire vraie. La découverte au début des années 2000 d'un tableau d'Egon Schiele dans un pavillon d'un jeune ouvrier chimiste de la banlieue de Mulhouse par un spécialiste d'art moderne d'une grande maison de vente internationale. Tableau qui s'est révélé être une œuvre spoliée par les nazis. Et en même temps, t'es le jeune ouvrier chimiste qui te dit « Putain, j'ai trouvé un joli tableau ». Et on te dit que c'est un tableau à 10 millions. Sur le coup, tu dois quand même... ouais. Dis non, mais il se fout de ma gueule, ce mec. J'ai été surpris en le découvrant, car avec Egon Schiele, on s'attend à des nus, ces figures humaines torturées dans ce style provoquant à la limite de l'obscénité. Or, c'est un paysage d'assez grande dimension, un champ de tournesol. Certes, à la manière de Schiele, ce tableau me plaît car on peut y projeter ce qu'on veut. Il est resté pendant 70 ans dans une pièce chauffée au charbon, donc était très sale lorsqu'il a été trouvé. C'était aussi un point commun avec la lettre volée d'Edgar Poe, qui, pour avoir été cachée, quoiqu'à la vue de tous, est salie et dégradée délibérément par le ministre D. Une fois nettoyé et encadré, il retrouve son éclat. Ce documenté, Iliana Lolik, qui est créditée comme collaboratrice au scénario, a effectué une vingtaine d'entretiens dans le monde des ventes aux enchères, des commissaires-priseurs, des galeristes, des collectionneurs, des antiquaires, etc. C'est de ce matériau très abondant que j'ai extrait cette histoire et imaginé une intrigue
Des personnages comme la jeune stagiaire, l'ex-épouse, l'avocate, le jeune ouvrier, ses copains et sa mère, confie Pascal Bonitzer. Changement de titre. Le titre définitif du film est arrivé très tard, suggéré par le producteur Saïd Ben Saïd. Initialement, il devait s'intituler Salle des ventes. C'est vrai que c'était peut-être moins parlant. Ce titre purement descriptif a donc laissé la place à davantage de fiction introduite par le tableau volé, qui est plutôt un hommage à mon ami Raoul Ruiz et à l'un de ses grands films, l'hypothèse du tableau volé. Une première, avec le tableau volé, Pascal Bonitzer a pour la première fois confronté des personnages issus de deux milieux socialement hétérogènes, alors qu'il avait pour l'habitude de se centrer sur un cadre homogène. Le metteur en scène confie, les comédiens qui interprètent le trio de jeunes m'ont beaucoup aidé à trouver la justesse de ces personnages. Ils sont excellents, énergiques et drôles. Lorsque Suzanne Egerman, que joue Nora Hamzaoui, qualifie la famille mulhousienne de gens simples, cela donne la tonalité de la première rencontre avec le jeune Martin Keller et sa mère. Les deux spécialistes de la maison Scotties marchent sur des œufs, essayent de ne pas avoir l'air condescendant, conscients du décalage social, jusqu'à l'éclat de rire nerveux devant le tableau. Choix esthétique, Pascal Bonitzer a cherché à montrer non pas l'univers d'un peintre, mais celui de ceux qui en tirent profit, à savoir le monde marchand. On a fait pas mal de plans à l'épaule, la lumière était dictée par la lumière réelle. À mesure que le film progresse, elle devient de plus en plus chaude et plus riche. Quand le tableau est installé dans la galerie, puis dans la salle des ventes, les tons rouges dominent et lui donnent de la valeur. Le rouge est aussi la marque de Drouot, tout à fait, la célèbre salle des ventes, que je remercie de nous avoir autorisé à tourner sur place. Ce qui nous importait, c'était de marquer, en évitant tout misérabilisme, l'opposition entre la maison ouvrière des Keller et les espaces riches et vastes bureaux de l'appartement d'André, de l'avocat des Valberg, tourné dans l'ancienne maison de Claude Nougaro, raconte le metteur en scène. Voilà donc pour le tableau volé. On change complètement d'ambiance avec le prochain film qui est un thriller haletant. Et pourtant, c'est un huis clos. Borderline, dont on regarde la bande-annonce. Parece que me dejé ¿El qué? el pasaporte. Ah, mira bien en la chaqueta. Ya. ¿Sí? Ya lo tengo, ya lo tengo. Hello, we are here with our immigrant visas. Impossible. Passports, please. Follow me. What's the purpose of your visit? We are moving here. Is this going to take long? We have a connecting flight to Miami. Everybody has a connecting flight. Diego Hernandez Armas, Venezuelan. Yes. Who packed this suitcase? Me. Well, us. Jamias Bacedas, born in Spain. Yes. What are you doing with my phone? You hiding something? Is there anywhere to get some food? No, ma'am. Water? Nope. Esto no es muy normal, ¿no? When is the last time you entered the United States? ¿Pero qué le pasa a esta tía? Ens putejarà perquè sí. Porque tenemos información nueva. ¿Está nervioso? ¿Usted sabe qué me pone nerviosa a mí? Los mentirosos. So you're a dancer, huh? Yes. Show us a move. Are you gonna do it or not? No, I don't need to prove this. You wanna get in or not? Do you trust your partner? Do you think she trusts you? Dime la verdad y salimos de eso. Please stop. Dime la verdad. On voyagera plus comme avant, et j'avoue que moi ça me donne pas, déjà j'avais pas forcément une grande envie d'aller aux États-Unis, mais là ça me donne encore moins envie. Et vraiment, on a tout autour de... Oui, il y a une meuf de Orange is the New Black, oui. Mais il y a pas mal d'acteurs connus en fait, hein, et on a vraiment un rythme, et au fur et à mesure des questions, des interrogatoires,
On finit par douter de tout ce qui se dit, de tout le monde, de tout ce qui est... On repense au début du film, au fur et à mesure des interrogatoires, on se dit mais attends, pourquoi il a fait ça comme ci, pourquoi il a fait ça comme ça, pourquoi il a été s'entraîner dans les toilettes, pourquoi... Et alors, ça finit de telle manière qu'on ne sait pas comment le couple va se sortir de cette... de ce passage à la douane, mais c'est vraiment... Si vous aimez les thrillers et où ça tire pas dans tous les sens, où c'est pas... vraiment, allez le voir, il est très court, il fait 1h15, mais c'est vraiment le coup de feu, et ça n'arrête pas. Pendant 1h15, il y a l'installation au début qui doit durer 5 minutes. Le générique est très très court parce qu'au final, il y a très peu d'acteurs, donc des équipes réduites. On est en huis clos quasiment tout le temps. Donc les équipes sont très réduites, donc le générique est très court. Et entre les 5 minutes et le début du générique, c'est vraiment ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et on se fait prendre à soit être en empathie par moment avec les personnages, soit à se dire mais c'est pas possible, il est venu là faire un attentat. Passe vraiment par tous les sentiments. Ça faisait longtemps sur un film aussi simple que ça dans la mise en scène que j'avais pas eu un tel suspense de mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film ? Naissance du projet. Le projet est né des nombreuses fois où les réalisateurs vénézuéliens Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas se sont rendus aux États-Unis, mais aussi des témoignages de leurs familles et amis. Ils confient : de là, nous avons élaboré une histoire qui sera racontée du point de vue d'un couple formé d'un Vénézuélien et d'une Espagnole, donc une Européenne, qui doivent passer par le même processus d'immigration. Lui fait profil bas. Elle brandit ses droits face à cette expérience qui la déstabilise. Ce qui nous intéressait, c'était de raconter au grand jour ce qui généralement se déroule derrière les portes closes des aéroports. Un film politique. Au début, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas voulaient simplement partager une expérience professionnelle. Mais bien sûr, nous n'ignorons pas le contexte dans lequel nous racontons l'histoire. Le film est donc politique, car le simple fait de choisir de raconter cette histoire l'est. Il parle des dynamiques de pouvoir, du harcèlement, des problèmes d'autorité, des endroits où vous pouvez soudain vous sentir extrêmement vulnérable selon vos origines, la méfiance que nourrissent certains envers vous selon ces mêmes origines. Borderline est absolument politique, mais il ne pouvait pas être uniquement politique. Il était crucial que le spectateur soit impliqué émotionnellement. Et ça marche de fou. Cadre temporel, les cinéastes ont choisi de situer le récit lors de la présidence de Donald Trump, forcément. Période durant laquelle la construction d'un mur séparant le Mexique des États-Unis a été entamée. Ils l'ont jamais fini, ce truc-là. En même temps, c'était infaisable. Nous avons toujours eu à nous justifier pour obtenir un visa, puis pour espérer passer la frontière. C'était déjà le cas sous l'administration Obama, par exemple. Évoquer le mur au début du récit nous permettait également d'élargir le sujet à ce que peut faire l'Europe avec ses migrants. On évoque aussi la récente déclaration d'indépendance de la Catalogne. L'extrait qui passe à la radio au début du film est réellement issu d'une émission de l'époque. Nous voulions l'utiliser parce qu'il résume parfaitement les thèmes du film. Référence inconsciente. Avec Borderline, les réalisateurs voient les traces d'un après-midi de chien de Sidney Lumet. Il précise, mais c'est de l'ordre de l'inconscient. Au début, nous n'avions pas conceptualisé le film comme un thriller social. Nous voulions simplement raconter ce qui nous arrivait à l'aéroport. Mais on est forcément le fruit de nos influences, pour le pire comme pour le meilleur. Notre monteur italien qui vit à Barcelone, Emanuele Tiziani, a donné un certain rythme au film, à son tempo, qu'on peut trouver dans certaines productions américaines. Un film de dialogue, et c'est vrai que tout repose sur les dialogues. Dès le début, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas voulaient réaliser un film réaliste, sans mouvement de caméra ostentatoire, qui sortirait le spectateur de l'histoire, ou lui ferait sentir qu'il est au cinéma. Les metteurs en scène expliquent, il fallait qu'il soit assis dans cette pièce avec les personnages. Pour conserver l'attention, nous ne bougions la caméra uniquement que quand elle le devait. Quant à la lumière, on aurait pu faire des choix plus cinématographiques. Les salles d'interrogatoire ont tendance à être plus sombres dans la vie, mais en répétition, on a vu que ça ne marchait pas.
Et puis, on ne voulait pas travailler l'éclairage au point que le spectateur ait l'impression qu'on l'a manipulé en studio. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une lumière centrale pour la pièce d'interrogatoire et je ne l'ai jamais touchée. Nous avions un petit budget, nous devions tourner vite. Impossible de modifier la lumière à chaque changement d'axe. Nous avions 2 caméras, l'une pour filmer le personnage qui posait les questions et l'autre pour les plans de réaction. Dialogue et langage corporel confondus, toute la technique était au service du réalisme dans un souci d'immersion. Borderline est un film de dialogue, nous devions savoir exactement comment le découper afin qu'il ne soit pas ennuyeux à regarder pour le spectateur. Ce sont les dialogues qui guidaient le découpage et les choix esthétiques. Voilà pour ce film qui est un des coups de cœur des sorties de la semaine. Film suivant, par le réalisateur de Bullet Train, The Fall Guy, Ryan Gosling, Emily Blunt. On est beaucoup plus sur du gros budget, gros public, grosse action, gros visu. On regarde la bande-annonce. Là, c'est moi, Colt Seavers. Et ça, c'est mon voyage du héros. On va commencer par le début. J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réal du film. C'est elle. Et elle, je la kiffe grave. Entre nous, il faut que ça reste super professionnel. Cool. Tu veux qu'on s'embrasse? Non. Mais non, ça me dit rien. Je suis pas trop d'humeur, là. Pour qu'on s'embrasse, t'es d'humeur à quoi? Discuter. Ah ouais? Il y a juste un petit problème. La star de ce film, Tom Ryder. a disparu. Il faut que tu le retrouves. Pourquoi moi? T'es cascadeur. Que tu sois là ou pas, personne ne le remarquera. Je le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Tom! Pour rien te cacher, il s'est mis à fréquenter des mecs vraiment très louches. Je viens voir si tu vas bien. Et ils vont pas aimer te voir fouiner. Je suis juste un cascadeur! C'est un truc de dingue, frérot. On a de la drogue, des méchants et un meurtre. C'est quoi un crème glacée? Vous avez dit crème ou crime glacé? Non, j'ai dit crime. D'accord, vous articulez pas très bien, je vais pas signaler une crème glacée. Oui, ça j'avais compris. Tant mieux. C'est une histoire cosmique. Aux dimensions épiques. Cascade! Les méchants passent à l'attaque. On va te cacher. Non, on va lui mettre une dérouillée de l'espace. J'oublie jamais un point. Dans la figure, je veux dire. Rien ne vaut un bon twist. Tout le monde aime les twists. Il va y avoir du grabuge. Sors de ma tête. Reste en vie, coûte que coûte. Dérouillée de l'espace. J'ai une autre idée, et bien meilleure. Tu veux conduire? Ok, grande malade. Ce cascadeur est taré. On va l'encercler. Et on va lui foutre une dérouillée de l'espace. Merde. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Il nous faut une fin énorme. Combien t'as de prises de celle-là? J'ai 5 prises. C'est énorme. Voilà, on sent bien que c'est le réalisateur de Bullet Train, on sent cette folie. Et bonsoir Dodo, bonsoir Michel, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Colt Stevens, comme dans L'homme qui tombe à pic. Voilà, donc là, par contre, j'ai oublié son nom. Ryan Gosling, qui est loin de son précédent rôle. Journée pluvieuse. Alors, tu vas pas me croire, parce que tu vois la fenêtre derrière moi qui est très ensoleillée, mais il a plu toute la journée, je te l'assure. Ça s'est mis à faire beau à partir de 17h30.
Vraiment, ça a été une journée, c'était vent et pluie toute la journée. Et voilà, ce soir il fait beau. Donc on en profite un minimum, mais demain je travaille pas et je regardais la météo, il prévoit de la flotte toute la journée. Fatigant. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur le film? Réalisateur cascadeur. Malgré son succès comme réalisateur, David Leitch demeure fermement attaché à son métier d'origine. Il confie: ma carrière est bâtie sur 20 années de cascadeur, à encaisser les coups, à fracasser les voitures, à faire la torche humaine, à me balancer à des fils et à collaborer étroitement avec tous les départements impliqués dans la fabrication d'un film. C'est l'amour du cinéma qui me motive. Bon, quand tu n'as pas besoin. Voilà, c'est tout à fait ça. Tu vois, ce soir, j'aurais pu tondre un peu, mais vu qu'il a plu toute la journée, je peux pas tondre, et puis demain, il va pleuvoir, normalement. S'il pleut pas, je peux te dire que je vais passer à la tondeuse. J'ai appris toutes les ficelles du métier au cours de ces longues années sur le terrain. Si on me demandait demain d'arrêter de réaliser des films et de devenir coordinateur de cascade, je serais tout aussi heureux. Ce que j'aime, c'est être sur un plateau et fabriquer des films avec mes amis. Naissance du projet. En 2019, David Leitch et Kelly McCormick ont fondé 87 North Productions, une société de production qui, en quelques années, a généré 2,9 milliards de dollars au box-office international. Bravo. Bonsoir qui cru, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai pas créé de société, certes. Je participe à des associations. On n'a pas géré 2,9 milliards de dollars au box-office international. C'est quand même une sacrée réussite, sachant que 2019, ils ont fondé ça. 2020-2021, c'était le Covid. Donc, et 2022-2023, on commençait à reprendre, mais 2022 surtout, on commençait à reprendre. Mais c'était très 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 compliqué. Et 2023, on commençait à vraiment reprendre et à réatteindre les niveaux de 2019 pour une petite majorité des cinémas. Donc réussir à générer 2,9 milliards de dollars au box-office international depuis 2019, là, chapeau, hein, parce que rien à dire. Ah, la belle époque. Tu te rappelles, avant le Covid, comment on était jeunes et insouciants? Ce succès a motivé le producteur et cofondateur d'Entertainment 360, Guimond Cassady, à proposer à Leitch de réaliser The Fall Guy, tiré de la série de télévisée L'homme qui tombe à pic, créé par Glenn A. Larson, dont Street Photography nous parlait tout à l'heure, et diffusé sur ABC aux États-Unis entre 81 et 86, et en France sur Antenne 2 à partir de septembre 82. Ah oui, toi t'aimais bien le confinement. Mais rappelle-toi, parce que maintenant on est stressé de tout. Dès que t'as quelqu'un qui tousse, les gens tu regardent la personne comme pas possible. Rappelle-toi, avant, c'était bien aussi. T'étais pas stressé à la moindre personne qui toussait. Oui, t'étais déjà stressé de tout. Bon, c'est d'autres choses après. La série était interprétée par le charismatique Lee Majors dans le rôle de Colt Seavers, cascadeur à Hollywood, qui arrondit ses fins de mois comme chasseur de primes. Les tonneaux. Avec 8,5 tonneaux accomplis au volant d'une voiture, le cascadeur Logan Holliday a battu le record du monde détenu par Adam Curley, avec 7 tonneaux, sur le tournage de Casino Royale. Voilà, je savais pas qu'il y avait des records du monde précis. Je ne doutais pas qu'on tenait le compte de ça pour savoir qui avait le record du monde. Le confinement m'avait soulagé. Oui, bah oui, après j'imagine bien. Après, chacun a vécu le truc différemment. Les années d'expérience du cascadeur combinées à la préparation méticuleuse de l'équipe ont permis à Logan Holliday de repartir de la cascade sans la moindre égratignure. Alors, ce que l'histoire ne dit pas, je vais me dire ce sera peut-être dit après, mais pour le moment on ne le sait pas, c'est est-ce qu'ils ont visé le record du monde? Ils se sont dit, jusque-là c'est 7 tonneaux, faut qu'on vise 8 à 8,5. Au bas, merci beaucoup mademoiselle Ella Freya pour ton 14e mois d'abonnement.
14e mois. Déjà. Merci beaucoup. Merci. Il va falloir que je rajoute des icônes d'abonnés. Parce que là, on est bloqué à 1 an. Il va falloir que je refasse ça. Il va falloir que je trouve une idée. Parce qu'on a fait le siège de cinéma sous toutes les coutures. Et enfin, surtout sur toutes les couleurs possibles. Va falloir que je trouve... D'ailleurs, normalement, si tout marche bien, on peut faire un point d'exclamation GG. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je me rends compte que je n'ai pas lancé streamer.bot, donc il n'y a pas eu l'alerte non plus. Bravo. Streamer.bot qui va se lancer. Moment gênant. Donc oui, question, est-ce qu'ils avaient visé de dépasser le... Et là, normalement, ça va marcher. Voilà. Est-ce qu'ils avaient visé de battre ce record du monde qui, jusque-là, était à 7 tonneaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Le choix du terrain était essentiel pour une cascade de cette envergure. Ouais, donc, ils ont visé quand même le record. Ils ont visé le record. Il s'est porté sur une plage qui présentait des défis uniques de par sa platitude et les marées changeantes. Pauvre moi, pourquoi pauvre toi? Qu'est-ce qu'il y a, Dodo? Tu peux faire point d'exclamation GG aussi. Ça marche. Ça bouge. Ah bah oui, ça bouge là. Ah oui, c'est vrai. Pour une cascade réalisée à 130 km/h avec les tonneaux représentant une pression de 62 bars, l'équipe a choisi une Jeep Grand Cherokee pour sa largeur et sa hauteur identiques. Ils ont vraiment étudié le truc. Hein. Dans le film, on peut voir Logan Holliday harnacher Ryan Gosling au volant de sa voiture avant la cascade et l'en sortir à la fin. Les équipes ont travaillé sans relâche pour compacter le sable et le rendre aussi ferme que possible pour permettre aux véhicules d'atteindre la vitesse nécessaire. Alors, pour passer, on peut faire le... Comme ça fait avancer un petit peu les trucs et là, ça bouge pas. Les marées ont fortement impacté le planning de préparation et de tournage de la cascade. Dame Nature ne s'arrête pour personne. Vous vous rendez compte quand même le bordel pour réussir à battre un record du monde de tonneaux. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Alors, elle se plaint et puis elle en rajoute. Non mais bravo. Bravo. Puis c'est ça, je vais t'en rajouter moi aussi. Non mais quand même. La course-poursuite d'Alma et Colt, la séquence de course-poursuite d'Alma et Colt qui passe notamment par le Harbour Bridge de Sydney a demandé un sérieux travail d'équipe et une bonne dose d'innovation. La volonté de Ryan Gosling de s'impliquer totalement ne fait que donner plus d'authenticité à la cascade qui a entièrement été réalisée au tournage, avec l'acteur accroché à la benne d'un camion poubelle le traînant à travers les rues de Sydney. Battre un record de tonneaux en survivant. Oui, voilà, faut rajouter quand même en survivant. Dans de précédentes versions du scénario, différents véhicules avaient été imaginés, mais les premiers repérages à Sydney ont révélé que les camions bennes à benne amovible étaient habituels dans le paysage. Les talents du cascadeur Keir Beck, avec les câbles et harnais associés à son souci du détail et de la sécurité, ont fait de la cascade une partie de plaisir. En gros, c'est quand même un film qui rend hommage aux cascadeurs, on va pas se mentir. En étroite collaboration avec les départements des véhicules de tournage et des effets spéciaux, l'équipe était prête à relever tous les défis que David Leitch allait leur lancer. Compte tenu de l'accès limité au site de l'Harbour Bridge, tous les scénarios devaient avoir été envisagés en amont pour ne perdre aucune précieuse minute de tournage. 50 cascadeurs ont contribué à la séquence et la sécurité de tous était primordiale. Oui, parce que alors, The Fall Guy.
Si tu penses à la sécurité des cascadeurs et que tu fauches avec ta benne au passage un gars qui était venu faire de la figuration, c'est pas bon. C'est pas bon. Tous ces efforts conjugués ont permis d'accomplir ce mouvement de bravoure cinématographique. Voilà, faut penser aux cascadeurs et à ceux qui les entourent. Ou si tu fauches le caméraman au passage, tu vois, ça passe moyen quand même. Putain, ils vont nous dire toutes les trucs du film là. Le saut en véhicule de 68 mètres de long. Ce saut a été accompli par le pilote chevronné Logan Holliday au volant d'un véhicule spécialement conçu et équipé d'un dispositif de prise de vue à même de supporter un saut d'une telle ampleur. Alors je pense pas que ce soit tellement le saut qui pose le problème que plutôt l'atterrissage. Au point culminant du saut, le pick-up était à près de 68 mètres de haut. Moi, vous ne me faites pas faire ça, hein. Jamais, hein. Jamais, jamais, jamais. Le saut a d'abord été répété dans les conditions exactes de la cascade, mais sans le trou profond de 12 mètres en dessous. Avec 68 mètres, t'imagines, tu veux me faire monter une voiture à 68 mètres. Attends, ça fait combien, ça pourrait faire combien d'étages, ça, si on met 3 mètres par étage? Faisons un rapide calcul avec une calculatrice. Si on met 3 mètres par étage, ça fait quand même plus de 22 étages. En toute simplicité, bonne foi, comme ça, ouais, voilà. C'est... le saut d'essai et le vrai saut ont été réalisés au même endroit pour que les conditions météo et les vents soient identiques, heureusement. Le pick-up a atteint une vitesse de 116 km/h durant le saut. Avec des pick-up comme ça, un expert en suspension de véhicule était sur place durant les tests pour faire les ajustements nécessaires. Ça, c'est assez marrant de préciser ça, parce que j'imagine que quand même les suspensions ont été vraiment bien pensées. Parce que t'imagines quand même un... Ouais, ça fait un petit building, ouais. Ouais, c'est ça. T'imagines quand même le pick-up classique américain, un petit peu vieux, qui monte à 68 mètres et qui redescend ensuite à une vitesse, tout ça, de 116 km/h. Normalement, il repart pas. Il fait boum et puis... Il fait... Voilà. Il n'y a pas qu'un expert en suspension qui est passé, il y a aussi un expert en blindage, en tout, quoi. Alors, je pense qu'il manque quelque chose, là. Le saut en bateau. Voilà, le saut en bateau. Démerdez-vous avec ça. Un pilote de bateau se dissimule dans la majorité des plans de la séquence. Alors, c'est mieux qu'il y ait un pilote dans le bateau. C'est comme dans l'avion, il vaut mieux qu'un pilote. Le bateau a réalisé un saut de 24 mètres de long. Ils ont décidé de battre tous les records. Ils ont fait là. Allez hop, on y va. La rampe utilisée pour le saut mesurait environ 1,20 m de haut et 7 mètres de long. Mais c'est pas si haut que ça pour faire 24 mètres de long. 1,20 m de haut, c'est... Ouais, c'est pas très haut en fait. Le bateau utilisé pour la cascade est un Formosa 565. Ryan Gosling a passé son permis bateau en Nouvelle-Galles du Sud, Australie, pour prévenir tout problème durant le tournage. Ça, c'est la vraie info où on peut pas s'en passer. Mais quand même, le pick-up à 68 mètres de haut, là, bravo. Alors, la chute de l'hélicoptère a été accomplie par... On la voit à la fin de la bande-annonce. A été accompli par Troy Lindsey Brown, fier descendant de Bob Brown, un spécialiste de la discipline. Troy a battu son propre record sur le tournage de tous les records, sautant de 46 mètres de haut. Moi déjà, tu me mets pas dans un hélicoptère à 46 mètres de haut, tu ouvres encore moins la porte, et encore moins tu me dis saute.
Bob Brown a perfectionné l'art de la chute de hauteur, il concevait ses propres airbags et il a à son actif des centaines de mètres en chute libre. Le film rend hommage au charme unique de cette époque, des cascades et aux cascadeurs de la vieille école. Le matelas d'air utilisé sur le tournage avait appartenu à Bob, qui l'avait lui-même utilisé pour ses dernières cascades lors de la cérémonie des Taurus Awards avant qu'il ne soit vendu à des cascadeurs professionnels en Afrique du Sud. L'histoire le dit pas. L'histoire le dit pas. Les matelas d'air conçus pour des chutes de telle hauteur sont rares et essentiels pour la sécurité des cascadeurs. Je m'en serais pas douté. Je pensais que 46 mètres, bon, les mecs ont l'entraînement, tu sautes, tu arrives sur tes deux pieds, quoi. C'est un peu comme Superman, là, quand il arrive, tu fais fouf. Non, ah, je suis déçu. La production a fait en sorte de se procurer celui de Bob qui mesurait 7,5 mètres par 15 mètres. Ça fait quand même... même dans une piscine, hein, tu dois bien te latter la tête. Hein. Je pense que c'est plus prudent sur un matelas d'air que sur une piscine. Parce que la piscine, t'imagines 46 mètres, la vitesse à laquelle tu arrives, tu as intérêt d'être bien gainé là. Là, une piscine à balles, ouais, j'imagine bien le truc. Ouais. Alors, la piscine à balles, ça pourrait être intéressant. Ensuite, tu calcules à quelle distance ont été les balles. Ça, voilà, comme ça, tu essayes d'établir un nouveau record. Direction Sydney. The Fall Guy a été tourné à Sydney en Australie. La ville y figure largement avec des lieux emblématiques tels que l'Opéra, le Bridge Harbour ou le Blade Street, qui pour les besoins du tournage ont dû être fermés. Par ailleurs, le film a été conçu durant l'été austral pour que l'équipe technique puisse tirer pleinement parti de la lumière naturelle. T'es chaud? Bah écoute, moi je t'attends en bas avec la piscine de balles. Piscine à balles là, et je compte les balles, mais je te laisse faire le saut. Vraiment, ça fait plaisir, c'est du fond du cœur, je te laisse cet honneur. Collaboration de longue date, David Leitch et le directeur de la photographie Jonathan Sella se sont rencontrés sur le tournage de Midnight Meat Train. Depuis, Sella est devenue partie intégrante de l'univers créatif du réalisateur en signant les images de John Wick, Atomic Blonde, qui était pas super niveau scénario, mais niveau action était pas mal, Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs and Shaw, Bullet Train, qui lui était plutôt cool. Tu veux quoi sur ton épitaphe? Dis-le-nous tout de suite au cas où. On le note, t'inquiète pas, on retranscrira bien ça. Pour The Fall Guy, le tandem a mis de côté leur prédilection pour les tournages à 1 ou 2 caméras pour adopter une approche plus naturaliste, utilisant 5 voire 6 caméras équipées de grand angle et téléobjectifs pour couvrir les séquences d'action sans rien sacrifier à leur signature visuelle. Leur choix a aussi permis un jeu plus dynamique des acteurs. Pour le directeur de la photographie, l'identité visuelle du film est à l'image d'un vieux blouson en cuir marron, avec une nostalgie assumée pour les années 80-90. Point d'exclamation compo. C'est noté. Bullet Train était bien fait. La série des John Wick, moi j'ai adoré parce que c'est la violence poussée dans son extrême, ça me fait toujours marrer. Atomic Blonde était pas mal foutu, je trouve, au niveau des scènes d'action. Il restait assez crédible. Deadpool 2, bon, moi j'ai pas aimé. Il n'est pas la comparaison face à Deadpool le premier. D'ailleurs, je sais pas quoi penser du 3, va falloir le voir pour... Et Fast and Furious Hobbs and Shaw, qui était du coup le dérivé de la série Fast and Furious, au final était complètement aberrant au niveau de l'histoire, mais au niveau de l'action, était plutôt crédible par rapport à ce qu'on a pu voir dans pas mal de Fast and Furious de ces dernières années. Et il en reste 4 des Fast and Furious. Je sais pas jusqu'où ils vont aller avec ça. Et il veut faire des séries, des spin-offs, Ils vont jamais s'en sortir. Allez,
On change d'ambiance avec ce film classé horreur. Et oui, parce que là, on était quoi? Au 9? On a fait... Le 10, c'est sorti ou pas? Je sais même plus, moi, à force. Non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, penses-tu si c'était fini? Le 10 est sorti, donc il y a le 11... normalement, il y avait le 11 de prévu. Et il devait s'arrêter au 11. Mais je sais pas ce qu'ils ont trouvé comme idée de nouveau scénario. Ils nous font le 12 et le 13. Donc il y en a 3 dans la saga Fast and Furious de prévu. Ensuite, ils prévoient quasiment un spin-off par personnage. En film et en série. Bah oui, ça rapporte de l'argent à chaque fois, donc pourquoi ils s'arrêteraient? T'as envie de dire, le mec il fait plus que ça. Il a racheté les droits de la licence. Ah bah ça on est d'accord, après ça devient ridicule. Mais après tout, pourquoi il s'en priverait? Il est le détenteur unique des droits de la licence Fast and Furious. À chaque fois qu'il sort un film, ça marche. Il fait du fric avec. C'est un commercial. Le jour où il s'arrêtera, t'inquiète pas que ça va s'arrêter tout net, hein. Après, c'est nous aussi, hein, enfin, moi je le dis souvent, hein, les spectateurs ont le pouvoir dans les salles de cinéma en choisissant les films qu'ils vont voir. Si vous allez voir plus Borderline que Fast and Furious, on aura plus de films, de bons films, parce que moi, Borderline, pour moi, c'est un très bon film, que de Fast and Furious, où, bon, c'est bon, on a compris, c'est des grosses voitures, des gars avec des gros bras, et puis voilà. C'est le pouvoir des spectateurs. Et aussi bien après en salle que après en DVD, hein, parce que ils vendent des DVD, ils font des éditions collector des premiers. Quand ils t'en ressortent un, ils te refont le pack complet avec la petite... voilà, bon, ils sont... Alors, il y a un public, mais ils savent vendre leurs produits. Ça, faut leur reconnaître ça. C'est des très bons communicants. Ils ont des équipes qui sont spécialisées là-dedans. Et voilà, c'est... Bah écoute, autant sur les premiers, je pourrais comprendre, mais sur les derniers... Ça devient tellement aberrant, ça devient tellement plus... Enfin, même James Bond fait moins. James Bond, il n'a pas osé aller en voiture dans l'espace, tu vois. Fast and Furious l'a fait. Il y a des moments, tu sais, faudrait réussir à trouver... garder quand même une certaine cohérence dans ton action, quoi. C'est... Ouais, voilà, ouais. C'est le nanar que tu vas voir consciemment. Bon. Bah écoute, s'il y en a qui continuent à vouloir payer 12 € dans les gros cinémas pour aller voir ça dès le début, bah... On a encore du travail. On a encore du travail pour éveiller les consciences et... Oh putain. Allez, les cartes du mal. C'est pas la même ambiance. On regarde la bande-annonce. Douze cartes forment un cercle. Puis au centre, une autre est placée. Avec cette dernière carte, l'interprétation peut commencer. C'est terrifiant. Ouais, ce jeu de cartes est bizarre. Où tu l'as trouvé? Il y a une règle tacite, on n'utilise pas les cartes de quelqu'un d'autre. On s'en fout. Qui commence? Suis une seule règle, évite le danger. Y a quelqu'un? Ne tire jamais des cartes que tu as trouvées. C'est quoi? L'ermite. Le magicien. La grande prêtresse de la mort. Quel visage verras-tu?
quand ton âme quittera ton corps. À qui le tour? Film d'horreur au printemps, on en a toutes les 3 semaines des films d'horreur. On en a assez régulièrement, ça va. Bon, avec toutes les incohérences qu'il peut y avoir. Après, là, il a l'air quand même d'installer une ambiance un petit peu plus tendue que d'habitude, que certains films d'horreur qu'on a pu voir. À voir après ce que ça donne. Bon, les incohérences, t'es dans une voiture, tu vois sur ta fenêtre que ça écrit Run, pourquoi tu descends de la voiture? Appuie sur l'accélérateur, tu iras plus vite. Non? Je sais pas, moi. Je dis, j'irai toujours plus vite en voiture que à pied. Ça me paraît logique, mais je me trompe peut-être. Peut-être. Allez, on change d'ambiance avec le film France Inter de la semaine, La Fleur de Buriti, dont on regarde la bande-annonce. Peut-être qu'elle démarre plus, mais est-ce que tu vois rien autour de toi? T'es dans une voiture, t'as ton radar qui arrête pas de dire qu'il y a quelque chose autour de ta voiture. Déjà, t'attends pas qu'il y ait quelque chose qui aille te bousiller le moteur, t'accélères direct. Enfin, Après, je suis une mauvaise foi sur ce type de film. Il y a des... Enfin, voilà. Allez, La Fleur de Buriti. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração, porque não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última gota de sangue para defender os territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso para... Pas qu'au Brésil, certes, mais au Brésil, il y a eu une ampleur pendant la présidence de Bolsonaro, qui était... alors, ils appellent ça une bande-annonce, mais c'est un extrait de film, en fait, mais ça donne l'ambiance du film. T'as une recrudescence de l'exploitation des forêts primaires pendant la présidence de Bolsonaro, qui a été catastrophique. Et on ne pourra jamais faire un retour en arrière. Puis même la manière de traiter les peuples autochtones, tout ça, il y a vraiment eu des choses très très graves pendant cette présidence. Note d'attention des cinéastes. La Fleur de Buriti est ancrée dans la conception du cinéma de Yao Salavidza et René Dader Messora, qui voit cet art comme une pratique qui permet non seulement de raconter des histoires, mais aussi de penser. Et c'est important des fois de penser.
Les cinéastes expliquent, avec ce nouveau film, nous souhaitions réfléchir à la relation entre le peuple Krao et la Terre. La violence subie par les Krao au cours des derniers siècles n'a cessé de modifier leurs rites et leurs pratiques pour protéger cette terre. Celle-ci a non seulement une valeur supérieure à leurs yeux, mais elle est aussi et surtout une condition primordiale pour que la communauté puisse vivre avec dignité et exercer pleinement sa culture. Le film relate les tensions qui existent entre les communautés autochtones et les villages voisins, mais il convoque également tout un imaginaire poétique lié à la mémoire collective des communautés, à leurs rêves, leurs mythes ou encore leur rapport fascinant à l'invisible. Alors, il y a un juste milieu, tu vois. Disons qu'entre 10h et 18h, tu peux penser. Bon, après, tu penses à d'autres choses, mais on s'arrête jamais de penser, en fait. Mais disons que c'est quand même important d'avoir une réflexion, quoi. Tout cela constitue une toile de fond complexe. Déjà, si la majorité des gens avaient une réflexion politique, écologique, philosophique entre 10h et 18h, je t'assure qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient beaucoup plus vite que maintenant. Tout cela constitue une toile de fond complexe qui imprègne le film et nous permet de réfléchir très sensoriellement à la manière dont les Krao organisent leurs récits. Ils élaborent leurs récits selon leurs propres concepts, leurs propres principes et leurs propres mots. Peuples autochtones. L'importance des peuples autochtones pour la planète ne réside pas seulement dans la sauvegarde de leurs connaissances ancestrales, mais aussi dans les enseignements qu'il est possible de tirer dans leur lutte. Yao Salavidza, René Nader Messora confient, si leur histoire est singulière, nous sommes convaincus que les défis auxquels les peuples autochtones sud-américains comme les Krao font face aujourd'hui résonnent sur tous les continents. Au Brésil, le bolsonarisme a été un véritable massacre, tant du point de vue de la destruction des peuples et de leurs droits que dans la surexploitation et la ruine de leurs terres. Les formes de violence qu'ils ont subies seraient capables d'anéantir des nations entières, mais chez les Krao, cette oppression a toujours généré en retour une formidable résilience qui se réinvente quotidiennement et dont nous voulions témoigner. Bon, faut que je continue de préparer mes affaires, moi. Eh ben, bonne préparation d'affaires. Ça se passe bien le stage, au fait, mademoiselle Dodo? Toujours bien? Cannes 2023, le film a obtenu le prix dansant dans la section Un certain regard au festival de 2023. Mitigé cochon d'Inde. Ah, zut! 3 époques distinctes. Le film se déroule sur 3 époques distinctes, elles-mêmes centrées sur un événement marquant de l'histoire de ce peuple, un massacre de Krao perpétré par des agriculteurs cherchant à s'accaparer leur terre en 1940, une expérience traumatisante pendant la dictature militaire initiée en 1964. Faut dire aussi, ils n'ont pas arrêté de bouffer, ces pauvres gens. Ils ont toujours été les têtes de Turcs, comme on dit. Enfin, de nos jours, l'avènement d'une nouvelle génération de leaders indigènes, dont le combat devient plus politique et universel que jamais. Bon, bah j'espère que c'est plus... j'allais dire plus mitigé que cochon d'Inde, ou plus cochon d'Inde que mitigé, selon ce que tu juges le mieux. Pour poser un regard sur le passé de cette communauté, Joao Salavidza et René Nader Messora ont recueilli de nombreuses histoires au fil des années et des longues périodes passées parmi les Krao. Ils racontent la mémoire résiste partagée par la communauté, et c'est précisément ces souvenirs que nous souhaitions relater. Dans ces récits, la lutte pour la Terre prévaut toujours, même si les outils pour mener cette résistance ont évolué. C'est neutre. Bon, on s'en tire pas trop mal alors, ça va. La dernière partie du film, contemporaine, fait écho au dicton « Plus jamais un Brésil sans nous ». Elle témoigne de l'évolution du combat des Krao, d'une lutte armée, il s'est mué en un combat politique, par la présence de membres de peuples autochtones dans les sphères institutionnelles. Cette présence permettant non seulement d'alerter publiquement sur le sort des communautés indigènes au Brésil, mais aussi de témoigner de la relation symbiotique entre les Krao et la Terre. Ça a été, mais je suis contente de finir le stage. Ah bah oui, c'est vrai que c'est fini. Oui, parce que ça fait un moment que tu y es là. Eh ben écoute, l'important c'est que tu aies quand même appris des choses, je l'espère.
Et puis, que ça t'a pas... Et oui, ça fait déjà un mois, hein. Ça passe vite, hein. Dis donc. Et que ça t'a pas, malgré les mauvaises... de mauvais côtés, que ça t'a pas dégoûté du truc. Samedi, je suis chez moi. Bon, bah écoute, comme ça tu pourras te reposer, te recentrer, repenser à tout ça tranquillement. Et puis voilà. Film suivant, on part dans le milieu médical, le milieu psychiatrique. On est dans un hôpital de la région parisienne et le docteur Abdelkader, psychiatre de liaison, navigue des urgences au service de réanimation et il est tout seul pour un hôpital qui est énorme. Je passe en lurk de mon côté, merci beaucoup pour le lurk et la Freya. Merci pour la présence et la participation, ça fait toujours plaisir. Et pour le réabonnement, ça fait encore plus plaisir. Et à limite, dont on regarde la bande-annonce. J'ai admiré pendant tout le film l'énergie que ce mec peut avoir, alors qu'il est tout seul et que la charge de travail est énorme. Je me suis demandé comment il faisait tout du long. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider un peu ou pas du tout? Non, vous êtes tout seul. Moi, j'ai très peur que vous puissiez livrer à vous-même être en danger. J'aimerais bien que progressivement, vous puissiez expier, mais en sublimant, comme vous faites là. Vous savez, c'est ce que font les artistes. Hein. Il arrive. C'est pas que je le défends à tout prix, c'est vrai qu'il est tout seul dans l'hôpital. Avant, on avait un service de psychiatrie, et là, il est tout seul. Attendez, j'ai l'impression d'être dans une Matrix. Bah, c'est un peu le cas. Hein. Je voulais faire quelque chose qui s'inscrive dans une dimension peut-être plus politique, plus sociale. Et la psychiatrie, c'est exactement ça, je crois. Tu vois, ce qu'on fait là, c'est une métaphore de la société, en fait. Si je suis lié à toi, et qu'il t'arrive un truc, je peux pas détourner le regard. À faire tenir un truc qui conduit à ce que les gens viennent à l'hôpital et qu'ils meurent, dans notre absence de moyens de les aider, je me dis, est-ce que je suis pas complice d'un truc qui est fou, tu vois? Tout seul, on peut pas tenir. Tout seul, il faut être un surhomme pour faire ça. Monsieur Ponymaggrog, bonjour. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Et effectivement, comme il dit à la fin de la bande-annonce, c'est un surhomme parce que il fait face à des situations humaines, sociales qui sont mais complètement désespérées et désespérantes. Sauf qu'il n'a pas que un cas. Il a mais tellement de cas. Il a tout un hôpital à gérer à lui tout seul. J'avais plutôt les cartes du mal. Mais ça va bien, merci Monsieur Ponymaggrog. Regarde, en plus il fait soleil pour la fin de journée alors qu'il a plu toute la journée. En plus on parle cinéma, magnifique. Et donc il y a aussi une réflexion qui est très belle sur l'état de santé du service public hospitalier. Comment... j'ai bien aimé, il y a... Dans la bande-annonce, c'est très court, forcément, c'est une bande-annonce, mais dans le film, c'est un peu plus poussé. Mais j'ai bien aimé la réflexion qu'il a sur mais est-ce qu'il faut continuer ou pas? Parce que finalement, on se rend complice de cet état de fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à chercher à faire autrement? Et vraiment, il y a le personnage est magnifique. Il y a des situations qui sont extrêmement dures. Alors, ça a été tourné sur un temps très long, je pense, mais du coup, c'est rassemblé dans un seul film, donc on voit beaucoup de situations. On voit les policiers qui amènent un prévenu que lui va insister pour faire devenir un patient. Il y a vraiment, vraiment énormément de choses. C'est très intéressant à voir. Ça vaudrait le coup derrière de faire un débat avec des gens qui connaissent vraiment le milieu pour tirer un petit peu toutes les ficelles que propose le documentaire. Mais ouais, il est incroyable. Ouais.
Film suivant, Le silence de Cybèle, dont on regarde la bande-annonce. Parle, Cybèle. فيصل ومهدى الباسبورت وأجواهم ينظرم. Qui a eu Daesh? Mais vous l'avez connue comment? J'ai pu la récupérer contre quelques milliers d'euros. Tu comprends? Attends! On va pas y arriver! C'est pour moi. Ne me touche pas! بنرى لما بنرى عم كمعروفنا جبوت عم بيبدا يا كيف غابتك غابا يا واي واي وي ماشي معايا. Attends. Arrête. C'est vrai. Tu peux faire ça. Alors, on va aller lire le synopsis parce que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris de ce que vend le film. Août 2014, à Sinjar, nord-ouest de l'Irak, chef-lieu des Yézidis. À 13 ans, Cybèle est enlevée par des hommes de Daesh devant sa famille qui est massacrée. Comme des milliers de femmes et de jeunes filles, elle sera réduite à l'esclavage sexuel, torturée, violée parce qu'hérétique pour ses bourreaux. Urzerch, petite ville du centre de la France, ophtalmologiste d'une quarantaine d'années née en France d'origine kurde, Anna ne peut tolérer les atrocités commises contre les femmes yazidis. Anna a réussi contre rançon à arracher Cybèle à son enfer et à l'adopter. Ouais, vous avez compris dans les grandes lignes. Arracher Cybèle à son enfer, elle l'a adoptée, elles reviennent en France et Anna s'efforce de lui faire vivre une vie normale, pleine d'amour et d'attention. Pourtant, tout en acceptant cette nouvelle vie, l'adolescente refuse de parler. Ce corps violé et torturé lui fait horreur qu'elle vit désormais pour cette jeune fille. Alors par contre, côté réalisation, jeu d'acteur, quand même, quelques petites réserves. J'ai pas vu le film malheureusement, mais on sent quelques faiblesses quand même. Mais le sujet reste quand même dur, certainement très intéressant. Faut voir après comment c'est traité. Bah, c'est vrai que dans la bande-annonce, tu comprends des trucs, mais tu comprends pas forcément tout. Donc, en plus, il y a les paroles de la mère, du coup, adoptive, sont assez basses. Donc, du coup, j'avais du mal à comprendre des fois ce qu'elle disait. Et pourtant, j'ai monté le son de mes enceintes quasi à bloc. Enfin, que je le baisse maintenant, d'ailleurs. Donc c'est vrai que je préfère quand même qu'on lise le scénario 2 secondes pour voir vraiment de quoi ça retournait. Allez, film suivant, on passe sur un documentaire que j'ai trouvé assez intéressant. Même si tu vas sur la Lune, on regarde la bande-annonce. En 2015, Alep était déjà presque complètement détruite. Je ne pouvais pas rester en Syrie. Je voulais aller loin. Les gens vous posent beaucoup de questions, c'est ça? Les mêmes questions. Des questions qui sont nulles, en fait. Pourquoi c'est nul? Vous marchez à 4 pattes en Syrie? Non, frère. Mais arrête. Bienvenue à l'université. Aujourd'hui, vous savez, vous allez faire un test de français. La première chose que j'attendais de la France, c'était la liberté. C'est le mot réfugié qui définit ma vie aujourd'hui. Vraiment.
dans la société, dans le papier, dans ça, c'est subjectif comme... C'est pas une identité. Quand je suis arrivée à Paris, je pensais pas encore à moi ou à mes sentiments. Je voulais juste avoir une vie, en fait. Humbert, elle serait fière de moi. Je suis presque sûr de ça, mais il y a la distance. Tu peux pas tout quitter. Ça va te suivre partout. Et ce film, j'ai trouvé intéressant dans la manière dont il traite la migration et les réfugiés en France. On a pas mal de films de documentaires maintenant qui arrivent à débarquer sur la Syrie, sur la situation en Syrie et pourquoi les Syriens veulent partir. Ça on l'a déjà pas mal traité. On a sur merci à toi qui l'eût cru pour la participation, ça fait toujours plaisir de vous voir nombreux. Qui l'eût cru que d'ailleurs vous pouvez retrouver. Hop, je sais jamais commencer, c'est en stream sur sa chaîne. Hop, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Très régulièrement, j'ai pas encore des jours de stream en tête, mais vous pouvez le retrouver très régulièrement en stream, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et donc après on commence juste à voir quelques films sur le trajet de la Syrie à l'Europe. Ça on commence tout juste à en avoir parce que c'est vrai que c'est des films qui doivent être très compliqués à faire, mais de rien, avec plaisir. On a des films sur les Syriens en France, mais on n'est plus sur les Syriens qui sont vraiment dans les camps de réfugiés, qui cherchent à passer en Angleterre ou en Allemagne, mais qui sont vraiment toujours dans la peur de la police. Donc on est vraiment généralement sur cet aspect-là du réfugié dans les films qu'on a en France. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, ce documentaire, puisqu'on est sur des réfugiés qui sont là pour rester en France et qui font des études. Et c'est intéressant, du coup, d'avoir, moi j'ai trouvé leur ressenti de réfugiés, eux, à l'intérieur de la France, des universités et tout ça, et du regard que eux perçoivent. Puisqu'on peut dire qu'ils sont intégrés dans la société, je cherche mes mots, excusez-moi, le regard que leur renvoie la société. Et du coup, il y a au travers des discussions avec leurs profs, ils se livrent comme ça, il y a tout un tas de réflexions qui sont hyper intéressantes. Donc, vraiment très très beau documentaire qui peut faire une très belle base de débat si vous voulez faire un sujet sur la migration. Alors là, c'est sur la migration syrienne, mais les réflexions vont être à peu près les mêmes pour toutes les migrations. Allez, film suivant, L'ombre du feu, dont on regarde la bande-annonce. ここはあんたの来るところじゃないんだよ。これ持って出ていきな。焼け野原をフラフラしてたら優しそうなおっさんがここに来れば優しくしてくれる人がいるって。どうぞ。大丈夫。どっちにしたって人生お先真っ暗だ。変なの来てないよね。大丈夫そうなやつにしか声かけてないけど、ほら、わかんないから。そっち行くな！さっきみたいなやつがたくさんいたんだ。俺の周りに。
今日から私は昼働く。夜は私と坊やの時間だよ。ずっと一緒にいてくれるって言ったよね。なんだよその目は。Grosse ambiance là aussi. Japon, fin de Seconde Guerre mondiale. Et bah, comment le Japon s'est reconstruit, comment, tout ce qu'il y a pu y avoir comme suite à la guerre. Pas être simple. On va aller sur quelque chose de plus léger. Allô, l'affiche, on change. Merci. Avec John Singer, Sargent, mode et glamour. Et donc, c'est dans les cadres des expositions sur grand écran. On en a eu plusieurs. La dernière grande, il me semble de tête que c'était sur Vermeer. C'est marqué sur l'affiche, je suis con, j'ai qu'à lire. Sur Vermeer. Et ils arrivent... donc on visite le musée comme ça, donc en mode un peu privilégié, puisqu'on arrive à avoir des zooms sur le tableau qu'on ne pourrait pas avoir autrement, des détails, et on a des historiens et des spécialistes de l'art qui nous expliquent les tableaux et les particularités, les petites spécificités de chaque artiste, tableau. Donc là, on s'intéresse à John Singer Sargent. On regarde la bande-annonce. Sargent was an extraordinarily gifted painter and artist. Sargent looked deeply at people, what was communicated by their costume and their pose. The way that light falls on fabric and the textures and silhouettes that clothing makes. He gave us a visual language that we hadn't seen before. A shy, retiring workaholic man who had a taste for scandals, for edginess, for theatricality, and I think the connection to fashion is genius. He's so colorful, and what he does with paint is so amazing. In Sargent's time, fashion is showmanship, opulence and embroidery and embellishment. There's a really close weave between identity and memory and the ways that clothes provoke both. When I look at Sargent's work, I see the work of a queer artist. Sargent is such a great articulator of beauty, and it's the fantasy of it. Voilà, donc le film sur l'exposition sur Vermeer était très intéressant, magnifique, et puis au moins comme ça on a pu visiter l'expo Vermeer d'une manière détournée, mais on a pu la visiter. Donc voilà, je pense que cette nouvelle visite d'exposition doit être au moins aussi intéressante, sur un tout autre genre que Vermeer bien entendu, mais voilà. On arrive, mesdames et messieurs, au moment Bollywood. Avec le retour de Dodo. On n'en a pas beaucoup, on n'en a que 2. Voilà. Avec un premier film, un Malayali,
Alors attendez que je mette les sous-titres, voilà, tout dont on regarde la bande-annonce. Sur la fin du rangement, bah magnifique. Ça va te faire une petite pause, comme ça après tu es sur vraiment la toute fin du rangement. അവന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ലാന്ന് അന്നേ മുത്തപ്പൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വൈദങ്ങളെ. ചക്രവ്യൂഹത്തിലകപ്പെട്ട അഭിമന്യുവാണവൻ. പുറത്തു കടക്കാൻ അവൻ അറിയില്ല. കരുതിയിരിക്കാൻ പറയണം. കാരണം അപകടം അവന്റെ തൊട്ടുപിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Violent clashes has erupted in the village in Kerala, which has forced the administration to impose Section 144 in the district. കുരുത്തം കേട്ടവനാ, ഇടി തരില്ല അവൻ. വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. Voilà pour ce premier film. On va quand même prendre le temps de se lire le scénario, mais je pense que c'était assez compréhensible quand même, là, celui-ci. Attendez que je retrouve ça. Oui, lui. Il est là. Un jeune homme au chômage, Al Parambil Gopi, est contraint d'entreprendre un voyage loin de chez lui. Ce voyage imprévu va finalement changer le cours de sa vie de façon remarquable. C'est marrant, des fois j'ai l'impression qu'il se trompe de synopsis sur Allociné. Hein. J'ai vraiment pas eu l'impression de voir ça. Alors peut-être qu'il a fait le voyage et on nous montre la bande-annonce une fois qu'il est arrivé et du coup il se rebelle contre les autorités. Peut-être, allez savoir, hein, c'est peut-être ça en fait en vrai. Mais j'ai pas tellement vu le côté jeune homme qui part en voyage initiatique comme ça. Et on arrive au dernier film. Et attention mesdames et messieurs, il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois, il y en a eu 4, c'est le 4e. Aram Manai 4, dont on regarde la bande-annonce. நீங்க பாருங்க சார், புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏதோ தகராறு போல இருக்கு. அதை நினைச்சு காட்டுக்குள்ள போனவர் நெஞ்சு வலி வந்து இறந்துட்டாரு. இங்க என்னடானா கோவத்துல உங்க தங்கச்சி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. என் தங்கச்சி சாவு தற்கொலை இல்லை. வக்கீல்னா உன் வேலையை கோர்ட்ல வச்சுக்கோ. என் தங்கச்சி தூக்கில் தொங்கின அதே நேரத்தில் அவளை வெளியில பார்த்ததா சொன்னாங்க. என்னமோ தப்பா இருக்கு. இதே ஆளை அன்னைக்கு உங்க தங்கச்சி இடத்துல மார்ச்சரியில பார்த்தேன். என்னையா சொல்றான் அந்த சாமியாரு? ஏதோ பாக்குன்னு ஒரு பேயை பத்தி சொல்றாரு சார். இது நைட்டு நம்ம சக்தி ரூம்ல ஒரு உருவத்தை பார்த்தோம். ஏதாவது செஞ்சு உங்க சக்தியால அந்த பாக்க கட்டுப்படுத்த வேண்டியது. ஏற்கனவே 2 உயிர் எடுத்ததுனால இப்போ பலமாயிடுச்சு. இனி மனித சக்தியால அதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. தெய்வ சக்தியால மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும். நீங்க சொன்னதுதான் சார் கரெக்ட். அந்த சாமியார் தான் ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி என்னவோ நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் தோணுது.
திருவலான்னைக்கு 3 பேர் ஆத்மாவை அபகரிச்சிட்டா அப்புறமா துஷ்ட சக்தி மாபெரும் சக்தியா மாறிடும். இந்த டீமை வச்சு ஈ கூட ஓட்ட முடியாது. எங்கிருந்து பேய் ஓட்டுறது? ஆமா, இந்த பேய் பேர் என்ன சொன்னீங்க? Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même pas loin d'être sur une copie parfaite. On a l'action, on a la situation dramatique de départ. J'ai adoré la manière dont il démontre ses talents d'avocat dans un tribunal. Prend le mec, il le retourne. On a les danses. On n'a peut-être pas de course en voiture. Mais on a quand même pas mal de choses réunies dans cette bande-annonce. Alors, le synopsis pour finir. Suite à la mort mystérieuse d'un couple, le frère de la femme persuadé qu'il ne s'agit pas d'un accident mène l'enquête. Mais les événements mystérieux ne pourront pas être de tout repos pour lui. Un film à frissonner de peur et à pleurer de rire. Voilà, c'était donc... Ouais, c'est plutôt propre, on est d'accord. C'était donc la dernière bande-annonce, dernière découverte de film de cette semaine du 1er mai. Voilà, j'espère qu'il y aura des films qui vous ont plu. Moi, j'avoue, hors documentaire, le film sur José Bové peut m'intéresser. Borderline, vraiment très très gros coup de cœur. Très beau thriller, hyper bien fait, hyper bien mené. Et en documentaire, il y a les 2 documentaires là sur les réfugiés syriens, même si on allait sur la Lune, et État limite, qui sont hyper intéressants. Vraiment, si vous avez l'occasion de les voir. Alors je vous le rappelle, hein, c'est pas forcément en salle, vous avez aussi les DVD via les médiathèques une fois que les sorties DVD sont faites. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas. Que dire de plus? Live sûrement dimanche en direct du bureau. Ça c'est à peu près sûr. Je sais pas ce qu'on fera, mais on fera un petit live. Demain soir peut-être, samedi non. Samedi c'est sûr que non, puisque c'est comment ça s'appelle, la foire de Mourinx, et donc il y aura des activités toute la soirée, donc on va aller faire du relationnel, à dire bonjour aux élus et tout. Donc voilà, vous allez avoir discuter avec les associations partenaires, ça permet comme ça de se retrouver, de discuter, de profiter, tout ça. Voilà, donc peut-être demain soir, autrement sûrement dimanche. On commencera peut-être le cycle sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création artistique. Ça, je pense que ça peut être très intéressant. Hop. Mesdames et messieurs, je lance un raid, comme d'habitude. On va aller voir Ella Freya, qui pour une fois, qui a fini enfin Elden Ring. Vous pouvez la féliciter pour ça. Moi, j'aurais FF bien avant elle. Bonne soirée, Michel. Bonne soirée, Ponyman Grog. Bonne soirée, Dodo. Bonne soirée, Qui l'eût cru. Bonne soirée, Mastar. Je sais plus qui d'autre est passé. Bonne soirée. Merci aux lurkers. Merci pour le resub. Et vous pouvez dire à la Freya, bonne soirée, Street Photographie. Je t'avais oublié. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez lui dire bravo d'avoir fini le Elden Ring, enfin on en avait marre. je l'ai assez dit, donc ça, voilà. Et donc là il commence Disco Elysium,
Voilà, donc je lance le raid. Et je vous souhaite une bonne soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez curieux. Ouvrez-vous au monde. Découvrez de nouvelles choses. Évitez les blockbusters, allez voir les petits films. Il y a toujours des choses très intéressantes qui défendent des idées, qui permettent de nous ouvrir à d'autres cultures. Et c'est ça qui est le plus intéressant en ce bas monde. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à bientôt.